Donc aujourd'hui, c'est autour de la question quelles ressources peuvent être mises à disposition de cinéastes par l'État, en partenariat avec la SACD, avec Guillaume Prieur, qui anime cette table ronde. Donc sans tarder, je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil et puis pour cet accueil tout simplement, pour cette première rencontre en 2023. Donc, on commence aujourd'hui, on est très contents, et pour ceux qui ont envie de venir pour les autres rencontres, lundi matin, nous recevrons l'équipe cinéma de France Télévisions et mercredi après-midi, Lionel Bertinet, le nouveau directeur du cinéma du CNC. Mais aujourd'hui, c'est pas le CNC, c'est le ministère des Armées qui est avec nous, Abyss Blanc-Deleuze, donc qui est la chef de mission de la mission cinéma et industrie créative au sein des ministères des armées. Donc à qui je vais tout de suite laisser la parole pour qu'elle puisse nous expliquer, vous expliquer l'ensemble des services finalement qui peuvent être mis à la disposition des scénaristes et des réalisateurs dans leur travail, dans vos travaux de création. Donc Élise, je te cède la parole. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. Écoutez, d'abord, merci à la CID de nous accueillir ici. C'est pas forcément toujours évident pour des réalisateurs ou pour des scénaristes, notamment des scénaristes indépendants, de se dire tiens, on va accueillir le ministère des Armées. Bon, des fois, on se dit que sur un plan culturel, on est un peu à 180 degrés. Eh bien, la preuve que non, puisque nous sommes là aujourd'hui et je vais vous expliquer ce que nous faisons, le rôle que nous jouons, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Voilà. Je veux pas que ce soit un exposé, donc moi je vais vous parler de notre mission, de notre rôle. N'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à intervenir parce que c'est vraiment que ce soit interactif. Et je suis ravie, avec moi, il y a toute l'équipe, donc la mission cinéma que je pourrais vous présenter tout à l'heure. Et je suis aussi ravie d'accueillir nos homologues du CIRPA Gendarmerie, c'est-à-dire de la mission cinéma de la Gendarmerie nationale. Ce sont des militaires aussi, mais eux dépendent pour des questions administratives du ministère de l'Intérieur. Mais ce sont nos alter ego, ce sont surtout avant tout des amis. Voilà. Donc si vous avez des questions à leur poser aussi, on va faire d'une pierre deux coups, ministère des Armées, on va dire avec les militaires, quelles relations pouvons-nous ou pouvez-vous avoir. Donc la mission cinéma, c'est quoi? D'abord, c'est une toute petite équipe et son rôle, c'est de faire le lien entre deux mondes aujourd'hui qui sont très éloignés l'un de l'autre, qui est le monde de la culture, le monde du cinéma et de l'audiovisuel, et le monde militaire, le monde des armées. Faire le lien à plusieurs niveaux, et notamment pour tout ce qui est projet, en lien de près ou de loin avec nos sujets. Alors nos sujets, c'est bien évidemment les sujets militaires, mais pas que. Ce sont aussi les enjeux de défense, et on peut aussi faire le lien sur des choses qui ne sont pas forcément directement le sujet principal, c'est-à-dire la vie de militaire ou autre, mais qui sont quelque part en lien avec notre sujet d'une façon ou d'une autre, dans le monde actuel, dans le monde passé ou dans le monde futur, et pour tout ce qui est, je dirais, nouvelle techno, en tout cas tout ce qui est phénomène d'anticipation. Alors quand je dis que nous faisons le lien, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand un auteur ou un réalisateur a envie, dès le départ, de travailler sur un sujet qui nous concerne, sur la guerre, sur un conflit, sur les conséquences d'un conflit, sur les prémices d'un conflit, sur la lutte contre le terrorisme, sur, j'en sais rien, des enjeux géostratégiques qui sont liés quelque part avec un environnement de défense ou un environnement militaire. Moi, ce que je vous dis, c'est venez nous voir. Venez nous voir pour une raison toute simple, c'est que vous allez pouvoir, pour faire un bon film, pour faire un bon programme, il faut d'abord réunir une bonne documentation, savoir de quoi on parle. On ne parle toujours toujours mieux que ceux que l'on connaît. Donc venez nous voir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec vous, étudier avec vous votre projet, savoir qu'est-ce que vous voulez faire, comment, et essayer d'identifier en interne chez nous, dans les différents services, quelles seraient les meilleures personnes avec lesquelles on pourrait vous mettre en contact. Et qui vont, ces personnes-là, venir partager avec vous leur savoir-faire, leurs connaissances, leur culture, vont venir partager avec vous leur expérience pour vous faire vraiment toucher du doigt et vous faire rencontrer ce qu'est la réalité du monde militaire et ce qu'est la réalité du sujet en question que vous souhaitez traiter dans votre programme et dans votre projet. Avec une chose bien claire à garder en mémoire, c'est que quand je dis ça, c'est vous faire toucher du doigt la réalité, il y a un mot tabou chez nous, c'est propagande.
je voudrais vraiment mais casser les idées reçues. On n'est pas là pour faire de la propagande, on s'en fout de la propagande. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la vérité, on est là pour partager avec vous, et ce sont en général des hommes et des femmes qui sont, je dirais, mus par un tel engagement, parce que pour être militaire aujourd'hui, il faut vraiment avoir le sens du service public et le sens de l'engagement. Et donc ce sont des gens en général qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils vont vous expliquer, vous raconter leur passion, ils vont vous raconter leur métier. Après, en tant qu'auteur, eh bien, vous allez en prendre, vous allez les questionner, vous allez venir piocher ce qui peut vous intéresser pour venir construire un récit. L'objectif pour nous, c'est de le rendre vous aider à le rendre le plus plausible, entre guillemets, ou le plus réaliste possible pour qu'il sonne vrai, en fait, à l'écran. Donc, pas de propagande. Pas de censure non plus. Si vous racontez des choses qui sont pas vraies, parce que ça reste de la fiction, hein, si vous racontez des choses qui sont pas vraies, ces gens-là vous diront, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Ça se passe plutôt comme si, pour telle et telle raison. À vous de dire, ah ben ouais, tu as raison, c'est quand même mieux, ça sonne mieux si on faisait ça. Ou alors, non, moi, pour mon arche narrative, j'en ai besoin, il faut que je la construise de telle façon. Donc, non, je vais garder ça. La fiction, c'est pas la réalité. On essaie d'apporter du réalisme, on essaie d'apporter de la vraisemblance. Il y a toujours une différence très forte entre vraisemblance et réalité. Et on n'est pas là pour faire de la réalité. On est là pour vous apporter du soutien, pour vous apporter en fait de la matière. Voilà. Alors comment on travaille, comment ça se passe? Eh bien, vous voulez nous voir le plus tôt possible c'est le mieux. Hein. Venez nous voir. On va essayer d'identifier quelles seraient les meilleures personnes dans nos services capables de vous aider, de vous orienter et autres. Vous allez pouvoir discuter avec elles. Si nécessaire, on va pouvoir vous envoyer en immersion quelque part, dans une unité. Alors, je vais pouvoir donner des exemples. Hein. Enfin, des exemples, je pourrais en donner 10 000, mais plus récemment, par exemple, on a une jeune réalisatrice. C'est son premier long métrage, je crois, ou son deuxième long métrage. Non, premier long métrage. Son premier long métrage, elle avait envie de faire un long métrage sur de jeunes marins-pompiers, on va dire la féminisation des marins-pompiers dans les années 80. Les premières femmes qui ont voulu intégrer ce corps-là. C'est un sujet qui était jamais traité à notre connaissance, en tout cas, vraiment super intéressant. Elle a travaillé sur l'idée, elle nous a envoyé un scénario. Dans son scénario, il y a des choses qui étaient super, mais d'autres qui étaient complètement à côté de la plaque en termes de réalisme. On l'a reçu avec le CIRPA Marine, qui est en gros la direction de la communication de la Marine nationale, puisque les marins-pompiers dépendent de la Marine. Et donc, on lui a dit, écoutez, voilà, on a discuté, elle dit, moi j'aimerais bien aller dans une unité, puis rencontrer des marins-pompiers, voir leur quotidien. On s'est débrouillé pour qu'elles aillent passer quelques jours au sein des marins-pompiers, je crois que c'était à Brest, je parle sous votre contrôle, hein. À Brest, quelques jours, elle est revenue en disant c'est génial, j'ai découvert plein de trucs, ça m'a donné plein d'idées encore pour mon scénario, je fais machin, etc., etc. Elle nous a dit mais je voudrais compléter quand même mon truc, et là je voudrais voir des pompiers, mais alors, du coup, pas des marins-pompiers, des pompiers de la BSPP, c'est-à-dire des pompiers de Paris, qu'à cela ne tienne. Allô, les pompiers de Paris, est-ce que vous pourriez, etc. Mais bien évidemment, pas de souci. Et donc, on lui a organisé des rendez-vous avec des pompiers à Paris pour qu'elle puisse les interroger, les voir, discuter avec eux, etc., etc., pour pouvoir venir étoffer. Voilà ce que l'on fait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple que je pourrais vous citer, alors là, c'est pas du cinéma, c'est une série, mais ça reste de l'audiovisuel. Enfin, un cinéma, je pourrais vous parler de Jean-Jacques Hano. On parle de la BSPP, je pourrais vous parler de Notre-Dame brûle, qu'on a réalisé avec Jean-Jacques. Jean-Jacques a rencontré les différents pompiers de Paris, a rencontré les différents intervenants qui sont intervenus sur l'incendie de Notre-Dame. Il a tourné avec la mise à disposition de moyens de la BSPP, donc des pompiers parisiens. On a travaillé vraiment main dans la main. Enfin, le film n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu cet appui-là, ce soutien-là. Sachant à nouveau, je le dis bien, c'est bien un soutien technique, un soutien pratique, un soutien entre guillemets, un accompagnement au niveau de l'éditorial, mais sachant que celui qui reste maître de son œuvre et qui est vraiment l'auteur de son œuvre, c'est bien évidemment l'auteur, c'est bien évidemment le scénariste ou le réalisateur. Nous ne nous émissons pas du tout dans l'histoire. On apporte là de la vraisemblance, du réalisme, de la vraisemblance. Je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que mes collègues du CIRPA Gendarmerie doivent sans doute partager exactement la même position, et en tout cas ont exactement la même politique que la nôtre.
N'hésitez pas. C'est après mon début. Si vous avez des questions, vous pouvez. Je vois que ça suscite beaucoup de questionnements. Donc, allez-y. Allez. J'ai une question par rapport. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser un projet à la lecture du projet d'un scénario? Oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on fait ça, pour expliquer la démarche. On fait ça pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, d'abord, aux États-Unis, les armées le font avec le cinéma depuis plus d'un siècle maintenant. Nous, la mission cinéma, elle a été créée en 2016. Donc, c'est quand même beaucoup plus récent. Et ce que font les armées avec le cinéma, avec Hollywood, on s'est dit, mais enfin, on n'est pas plus bête que les Américains, on est même au contraire plus intelligents. On a vraiment tout un... J'ai rien dit. On peut rembobiner. Pardon. Là, je vais me mettre de... Bon, ce sont nos alliés. Hein. Ça reste entre nous. Voilà, ça reste entre nous. Hein. Surtout, ce n'est pas filmé, ne répétez pas. Et donc, on s'est dit, on va faire un petit peu... Enfin, on va essayer de faire, en tout cas, de se montrer aussi, en tout cas, on va dire, aussi intelligent qu'eux. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler avec eux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte très tôt que... alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas su, mais les armées sont très aimées des Français. Quand on pose la question aux Français, est-ce que vous aimez votre armée? Ils sont entre 80 et 85%, 82, c'est une enquête mensuelle qui est faite par Harris Interactive. Les Français, entre 80 et 85%, apprécient leurs armées, ont une bonne image de leur armée. Dont 20 à 25%, voire une très bonne image de leur armée. Ils ont une bonne image peut-être, mais ils la connaissent pas. Parce que les seuls qui la connaissent, ce sont pour les plus anciens qui ont fait leur service militaire à la fin des années 90. Et entre-temps, l'armée a depuis bien changé. Donc, de toute façon, quelles que soient les images, bonnes ou mauvaises, elles sont fausses. Donc, les Français aiment bien leur armée, ne la connaissent pas. Donc, l'idée est de faire connaître. Parce que la police, en général, les Français connaissent. On a toujours eu un moment, un lien de près ou de loin, avec un policier. On est toujours quelque part à un moment, malheureusement, parce qu'on s'est fait piquer son sac ou j'en sais rien, voler son téléphone. On est toujours rentré à un moment ou à un autre dans son commissariat. Pareil, les gendarmes, ils sont là, on a l'habitude de les voir. On a l'habitude de les voir parce que, des fois, ils nous arrêtent sur la route. Ça, c'est le côté moins sympa que l'on aime chez eux. Mais on les voit parce que quand on habite en province, quand il y a quelque chose aussi, pareil, ils interviennent, ils assurent la sécurité du citoyen, ils sont là. Donc, on les connaît. Les militaires, l'armée, on les voit pas. On peut pas rentrer dans une base militaire parce qu'on rentre pas dans une base militaire comme on rentre dans un moulin. Donc, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de l'armée française? On connaît les missions sentinelles. Quand on voit des militaires en uniforme, en treillis, qui vont déambuler dans les rues pour la protection, la lutte contre le terrorisme et la protection du citoyen. Et puis malheureusement, on entend parler et on voit nos militaires quand un de nos soldats est tué en opération et rentre avec les honneurs de la République, traverse le pont des Invalides pour avoir les honneurs, pour recevoir les honneurs au sein des Invalides. Bon. Mais c'est tout. Donc l'objectif était de faire connaître quel était le rôle, les missions, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, qui sont ces gens qui assurent la sécurité de la France. Pourquoi ils s'engagent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils sont. Et pour faire voir, pour faire comprendre aux Français que les militaires, c'est la France, hein. C'est Black Blamber, c'est à l'image de la France. Mais ça, on ne peut le savoir qu'à travers, en rentrant à l'intérieur. Et quel est le meilleur moyen de rentrer à l'intérieur d'un univers a priori clos quand même, si ce n'est la fiction. Et la fiction, pour nous, c'est un élément essentiel, vraiment très très important. Donc c'est pour ça qu'on cherche à apporter de la vraisemblance, du réalisme aux histoires que vous allez raconter. Alors pour répondre plus pratiquement à votre question, oui, il nous est arrivé de refuser des scénarios. Pourquoi? Parce que on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Nous, quand on fait ça, c'est pour faire connaître le rôle et les missions des armées. Donc quelque part, c'est de la communication, de manière globale. Pas du tout de la communication institutionnelle, pas du tout de la pub, pas du tout, on veut dire... allez-y, quoi. Venez découvrir ce qu'on fait, à quoi ça sert, comment ça marche et raconter des histoires. Quand on voit des histoires sur la gendarmerie, on découvre le rôle d'un gendarme. Il y a plein de séries sur les gendarmes. Quand on voit des histoires ou des séries ou des films dans le monde hospitalier, on découvre le fonctionnement d'un monde hospitalier. Nous, on cherche à susciter, à donner envie à des gens de raconter des histoires qui se passent dans un environnement militaire qui est très riche, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc nous, il nous est arrivé de refuser des histoires parce que on a lu un scénar et là, c'était une catastrophe ambulante. J'explique. Moi, je passe mon temps à vouloir casser les caricatures. À casser les caricatures en interne comme en externe.
Je casse les caricatures en externe, auprès notamment des créateurs et on va dire des auteurs. Je viens du monde audiovisuel du cinéma. Auprès des auteurs et autres, en disant, attendez, les militaires ne correspondent pas à l'image que vous en avez trop souvent. Bien souvent, qui reste encore, malheureusement, parfois antimilitariste, basique, vraiment. Le militaire, c'est un homme, une femme, comme tout le monde. Voilà. Donc, venez discuter avec eux, venez les voir. Donc, je casse des images de caricatures. Parce que pour certains, et je brosse à grands traits, je vais caricaturer moi-même, mais je suis pas très loin de l'idée, c'est que le militaire de l'armée de terre, c'est en général un garçon, parce qu'il n'y a pas de femme dans l'armée de terre. Elle est où tu m'excuses, hein, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un dans mon équipe qui est capitaine dans un armée, et puis il n'y a pas n'importe quelle armée de terre, dans un régiment très, très dur, et un vrai régiment, me dirait-elle, mais régiment de troupes de marine. Donc c'est un peu, ça fait partie de nos élites. Bref, donc dans l'armée de terre, pour le grand public, ils pensent qu'il n'y a que des hommes en treillis qui rampent dans la boue. Et dans le meilleur des cas, ils peuvent conduire des chars. Dans l'armée de l'air, ils voient tous Tom Cruise, qui en plus n'est pas dans l'armée de l'air, qui est l'aéronaval, mais peu importe, tous Tom Cruise. Dans l'armée de l'air, on a l'impression qu'il n'y a que des pilotes de Rafale, que des pilotes de chasse. Ils sont tous bronzés, ils portent tous des Ray-Ban, ils ont tous le blouson en cuir jeté négligemment sur l'épaule. Ils sont tous beaux gosses. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Voilà. Et dans la marine, c'est tout juste, on les imagine pas en bleu et blanc, avec le pompon rouge sur la tête, au lieu alors un uniforme très bon chic, bon genre, la vieille France, très, très chic, avec la longue vue sur le pont en disant Anne, Maturin, ne vois-tu rien venir? Voilà. Non, ça vous fait rire, mais malheureusement, c'est quand même très souvent encore ça. Donc on décasse ces caricatures-là. Et à l'inverse, en interne, eh ben, j'explique à nos militaires qui parfois, le devoir de réserve, me disent « Oui, mais je leur dis, mais attendez, n'ayez pas peur, quoi. Ouvrez-vous, racontez-leur votre passion, partagez avec eux votre expérience, donnez-leur envie, montrez-leur ce que vous êtes, ce que vous faites, l'intérêt de ce que vous faites. Ça va leur donner autant d'idées qu'ils vont pouvoir venir implémenter dans leur scénario, ils vont s'en servir, pas s'en servir, peu importe, mais au moins ça va venir enrichir leur culture, parce que l'essentiel, c'est que vous puissiez les acculturer à votre monde dont ils ignorent tout et sur lequel ils ont des idées, bonnes ou mauvaises à nouveau, qui sont fausses. Donc voilà le principe. Alors pourquoi on en a refusé? Je pense à un scénario, alors ils se marrent derrière parce qu'ils savent lequel je vais citer. Le scénario était très très bon. Mais moi je vous dis, je lutte contre les caricatures. Donc là c'était 3 soldats qui rentraient, c'était l'histoire de 3 soldats qui rentraient d'Afghanistan, qui avaient malheureusement, qui étaient tombés dans une embuscade. Toute leur unité avait été décimée. C'était les 3 seuls survivants de l'embuscade en question. Ils étaient rentrés en France avec ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique extrêmement sévère. Et voilà. Et ce syndrome post-traumatique sévère, ils quittent l'armée. Et on envoie un qui est dealer dans un quartier pourri. Le deuxième, il est alcoolo. Et le troisième, c'est une espèce de légume abandonné par l'armée d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique. Donc 3 armées de terre bien évidemment. Donc là, l'image avait donc un dealer, un alcoolo et puis voilà, c'était pas forcément très très bon. Et le comble du comble, c'est que on découvre dans le film que in fine, l'embuscade dans laquelle ils sont tombés, en réalité a été fomentée par leur commandant d'unité, qui était leur père spirituel, qui était leur maître à penser, voilà, qui les envoyait sciemment se faire descendre, en fait, pour continuer à dealer de l'opium ou de l'héros, je sais plus ce que c'était, avec le chef djihadiste. Donc là, j'ai expliqué au scénariste et au réal, qui était sympathique par ailleurs et vraiment charmant, voilà. Et je leur ai dit, mais attendez, comment voulez-vous qu'on vous aide? Vous avez 4 protagonistes, vous avez 4 héros dans votre histoire, vous avez un dealer, un alcoolo, un légume et un salaud. Et c'est ça l'armée française? J'ai dit, attendez, soyons sérieux. Donc là, on a dit non. Il a fait, mais il a fait sans notre aide et sans rien. Parce que, voilà, on lui a dit, écoutez, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'explique, c'est que pour qu'il y ait une histoire, enfin, c'est pas vous que je vais le dire, mais pour qu'il y ait une histoire, il faut une arche narrative solide. L'arche narrative, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il doit y avoir un objectif des héros, et que cet objectif va pas pouvoir être réalisé facilement, qu'il va y avoir plein de choses qui vont venir intervenir, interférer, pour empêcher le héros ou les héros de réaliser leur objectif. Et donc, il va y avoir des dilemmes moraux, il va y avoir des rivalités, il va y avoir des obstacles, il va y avoir plein de choses, enfin, ça va pas bien se passer. Donc, il y aura toujours des gentils, des méchants, il va plein se passer. Nous, on accepte parfaitement qu'il y ait des méchants qui sont militaires. Moi, ça me gêne pas, ça.
Parce que de toute façon, regardez une série comme Le Bureau des légendes, par exemple, qui a été faite avec la DGSE, pourtant un service hyper secret par essence. Hein. Malotru, qui est un des héros principaux, il commence par trahir la France quand même. Par amour, mais il a trahi la France. Donc ça ne nous gêne pas. À condition que tous ne soient pas comme ça. À condition qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, mais enfin, il faut vraiment, on a ce qu'on nous appelons dans notre jargon des lignes rouges. Donc ces lignes rouges sont des valeurs qui sont des valeurs très fortes de l'institution. Des valeurs d'entraide, des valeurs, je dirais, des valeurs de respect, enfin voilà, de l'institution. Mais qu'au sein de l'institution, il y ait des cons, des méchants, des salauds, tout ce que vous voulez, bien évidemment, quoi. C'est comme chez les cinéastes, hein. C'est comme chez les médecins, c'est comme partout. Il y a des cons partout. Donc oui, ça on accepte parfaitement, mais il faut que les valeurs soient respectées. Quand les valeurs sont respectées, il n'y a pas de souci. Si les valeurs ne sont pas respectées, là à ce moment-là, on dirait écoutez, il n'y a pas de souci, mais faites-le sans nous. Voilà. J'ai répondu à votre question. Tout à fait. C'est clair? C'est très clair. Ok. Je crois que vous aviez une question, monsieur, à côté. Il y a la dame aussi. Ah, pardon. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure vous pouvez intervenir, aider pour les films qui traitent de périodes historiques comme la Première Guerre mondiale, par exemple. Alors là, la Première Guerre mondiale, il faut vraiment venir nous voir parce que là, quand je parlais envoyer en immersion, etc., c'est pour des choses plus contemporaines, entre guillemets. Mais au sein de la Défense, on a le service historique de la Défense, qui est un service dans lequel, qui est un peu la mémoire de tout ce qui est défense. Et donc là, quand vous venez nous voir, si vous avez un projet sur la Première Guerre mondiale, on va pouvoir vous mettre en contact avec des historiens qui sont des spécialistes de la Première Guerre mondiale, qui vont pouvoir vous dire, ben voilà, comment ça se passait à l'époque, voilà ce qui se passait. Si vous racontez des histoires sur des gens ayant existé, on va pouvoir extraire leur dossier militaire pour le mettre à votre disposition, pour que vous puissiez vous en inspirer, pour raconter, enfin pour venir nourrir votre documentation. On va pouvoir vous aider. Un film qu'on a aidé récemment, c'est Tirailleurs, par exemple, avec Omar Sy. Voilà. Là, ils ont voulu reconstituer le fanion de l'unité des tirailleurs sénégalais. On a retrouvé le fanion existant, on a travaillé avec eux. Ils ont travaillé aussi avec des historiens. Ils ont travaillé avec des spécialistes du costume, donc de l'habillement à l'époque. Alors, je prends l'exemple des tirailleurs sénégalais, je pourrais en prendre d'autres. Nous, on est là pour vous apporter de la matière. Dans l'histoire des tirailleurs, l'action se passe en 17, je crois, ou je sais plus, enfin bref, voilà, en 17. Et en 17, les pantalons étaient bleus, ils étaient plus rouges, ou enfin le contraire, je ne sais plus. Et le conseiller historique, elle leur a dit, non mais à cette époque-là, c'était pas la bonne couleur de pantalon. Ben, le réal a dit, ben moi je m'en fous parce que moi j'en ai besoin à l'écran, moi je voudrais qu'il soit comme ça. Voilà. Et ben, les pantalons sont restés de la couleur que le réalisateur souhaitait, parce que c'est de toute façon, c'est lui, c'est son projet, c'est pas le nôtre. Voilà, donc c'est vraiment, je donne ces exemples-là, mais voilà. Mais sur un plan historique, on travaille pas mal avec des historiens, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Indochine, Algérie, et même très, très en amont, la guerre napoléonienne, vous avez un projet historique, venez nous voir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Ouais, moi j'avais une question parce que vous parliez beaucoup du rapport à la fiction et comment cette immersion sert à nourrir des fictions qui parlent de ces sujets-là. Oui. Je me demandais quel rapport au documentaire vous aviez, s'il y a déjà des documentaristes qui vous avez, Bien sûr. qui ont fait cette approche, et est-ce que vous acceptez une immersion dans n'importe quel secteur? Bien sûr. Alors, on travaille beaucoup aussi avec les documentaristes. Et pour travailler avec des documentaristes, c'est un peu la même chose que pour une fiction. C'est-à-dire que là, la démarche n'est pas la même parce que dans la fiction, c'est venir se nourrir de contenu. Un documentariste, il va venir raconter une histoire. Bien sûr, il va y avoir un scénario dans son documentaire, mais il va vouloir se rapprocher du réel le plus possible de la réalité. Mais on aura exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'avec un documentariste, on va pouvoir l'envoyer. Nous, on a travaillé, je pense à un documentaire qu'on a beaucoup aidé, qui est un documentaire interarmé. C'était les 10 ans de la présence française au Mali, à Barkhane, pardon. Et on a raconté, donc là, pour ce documentaire-là, on a envoyé les documentaristes, on les a mis en contact chez nous avec la DGRIS, la Direction Générale de la Direction Internationale de la Stratégie, des Relations Internationales de la Stratégie, c'est ça? Et le I, c'est quoi? International. Voilà.
Enfin bref, c'est tout ce qui est relations internationales et stratégie. Donc on les a mis en contact des gens comme ça qui ont expliqué sur un plan stratégique, sur un plan géopolitique, différents enjeux. Ils ont pris, ils n'ont pas pris, en tout cas discuté. On les a envoyés avec le MACOM. Le MACOM, c'est l'état-major des armées. On les a envoyés à Barkhane dans des conditions en plus qui étaient difficiles pour qu'ils se rendent compte physiquement, techniquement, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait. Donc, et c'est un documentaire complet sur la présence, les 10 ans de présence française à Barkhane. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on fait très régulièrement aussi. Peut-être de préciser aussi dans la production documentaire la politique de soutien en coproduction avec le CPD et des subventions. Oui, ça tu as raison. Alors là, on va parler on va parler côté finance, tiens. Quand je parlais tout à l'heure de tout ce qui est immersion, de tout ce qui est aide au développement, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est vous envoyer en immersion, vous mettre en contact des spécialistes du sujet, etc., etc., etc. Tout ça, c'est fait entièrement à titre gracieux. Donc là, il faut nous contacter, on va essayer de vous aider, de vous envoyer, de faire quelque chose avec vous. Voilà. Pour tout ce qui est tournage, c'est-à-dire quand vous venez tourner dans une emprise militaire, là par contre, il y a une nomenclature à laquelle on ne peut pas déroger, il y a une facturation de prestations locatives, voilà. Je vous rassure, dans l'armée, visiblement, on ne connaît pas l'inflation, parce que le tarif n'a pas bougé depuis 2010. Qui dit mieux ? Il faudrait qu'on explique à M. Maire. Donc là, la prestation locative, là c'est facturé. Quand il y a une demande de matériel, de soutien matériel, on a des instructions qui sont très claires, c'est la loi qui nous y oblige, pour tout ce qui est matériel. Tout ce que vous pouvez trouver dans le secteur privé, on n'a pas le droit de vous le fournir parce que l'État n'a pas le droit de faire concurrence au secteur privé. Donc vous voulez par exemple louer des uniformes, vous pouvez les trouver dans le privé, on ne pourra pas vous les prêter. Vous voulez louer je ne sais plus quoi, vous êtes obligé de passer par le privé. En revanche, vous voulez vous servir d'un char, Leclerc, je ne pense pas que vous puissiez le trouver sur Amazon. Donc là, vous êtes obligé de passer par nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de vous mettre à disposition le matériel militaire dont vous avez besoin. Un char, le Chant du Loup, tiens, sous-marin atomique, c'est évident, on l'a fait... non, sur Amazon, ils n'en ont pas encore. Le Bon Coin, mais Bon Coin, peut-être. Peut-être sur le Bon Coin. Donc ça, on l'a fait, on peut le mettre à disposition. Ça passe par la mission cinéma, mais en fait, c'est calculé, c'est géré directement par les commissariats, c'est-à-dire en gros, le service financier juridique des armées concernées. C'est facturé. Il faut travailler le plus en amont possible, parce qu'inutile de vous dire que pour un film, utiliser un sous-marin nucléaire, je pense que le budget là explose, même quand on s'appelle Gaumont au pâté. Donc là, ce qu'il faut faire, on essaie de voir ensemble comment on peut travailler ensemble pour minimiser au maximum les frais. Soit en faisant en sorte que le tournage puisse coïncider avec un apprentissage, un exercice ou quelque chose comme ça, pour que ce ne soit pas facturable, ou si c'est facturé, se débrouiller pour que la facture soit baissée au maximum. C'est ce qui s'est passé récemment sur un film que je ne nommerai pas. Il y a eu des hélicos, il y a eu pas mal de choses. La facture théorique aurait été très importante. On s'est débrouillé pour le faire passer, pour que ça puisse coïncider avec des choses et pour la baisser de tiers, ce qui est quand même vraiment très, très intéressant pour le producteur, la productrice. Donc ça, c'est tout ce qui est financier, pour tout ce qui est fiction ou autre. Pour tout ce qui est documentaire, quand le sujet documentaire est sur nos activités, il n'y a pas de prestation locative du tout. Vous faites ce que vous voulez tourner, voilà. Il n'y a rien, puisque là, c'est de la documentation. Et ce qu'il y a en plus pour le documentaire qui n'existe pas dans le domaine de la fiction, c'est qu'il y a des possibilités je dirais pas de cofinancement, parce que c'est pas du financement, mais de subventions qui peuvent être accordées, non pas par la mission cinéma, mais par une autre entité du ministère qui s'appelle la Direction de la mémoire, de la culture et des archives. Il faut que ce soit un documentaire historique, avec une présence d'historiens venant attester de la vérité historique du documentaire. Voilà. Et là, il peut y avoir des subventions, avec un business plan, avec un diffuseur, bien évidemment. Il peut y avoir des subventions. Il y a un comité éditorial qui se réunit 3 fois ou 4 fois par an, dont nous faisons partie, on n'est pas les seuls, et qui ensuite va décider d'accorder ou pas. Donc il peut y avoir une possibilité de subvention. Et dernier point, pour les documentaires encore,
mais pas que d'ailleurs, pour les fictions ça peut se passer aussi, il est possible d'avoir accès à des images d'archives. Donc des images d'archives pour un documentaire historique ou pour un film historique de 14... Le CPAD, qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, c'est un peu l'INA de la Défense. C'est un peu la Samaritaine, quoi. Vous y trouvez tout ce que vous voulez en termes d'images de conflits dans lesquelles les armées françaises ont été impliquées. On y trouve même des images d'armées allemandes, on y même trouve des images d'armées russes. C'est vraiment extrêmement riche. Et puis plus les conflits actuels, bien évidemment. Donc quand vous avez besoin d'images, n'hésitez pas à nous contacter, à passer par le CPAD, rencontrer les documentalistes de l'ECPAD qui vont vous aider à trouver les images qui pourraient vous aider et pourraient correspondre. Et là, après, la relation avec le CPAD, ça peut être soit un achat d'images classiques, comme vous pouvez en acheter à l'INA ou ailleurs, ou chez Gaumont, soit une coproduction en matière notamment de documentaire, mais là, il faut un minimum de temps de minutes par rapport à la durée du documentaire, etc. Mais c'est aussi un moyen de faire baisser la note en termes de production et c'est notre moyen de collaborer avec nous. Peut-être juste pour revenir sur la question des tournages et de l'accueil des tournages, parce que c'est vrai que c'est une mission importante pour vous, et puis c'est aussi quelque chose qui peut être attendu aussi beaucoup par les auteurs et par les producteurs. On sait qu'on est sur des lieux, des espaces qui peuvent avoir des contraintes lourdes, donc c'est pas forcément facile de les mettre à disposition, mais est-ce que tu considères globalement que, non seulement vous faites les efforts, mais c'est finalement assez facile de pouvoir être accueilli dans les lieux ou dans les espaces qui relèvent du ministère des Armées? Alors, oui et non. Je vais expliquer. C'est-à-dire, quand vous voulez venir tourner chez nous, il faut bien comprendre que tout ce que vous allez tourner dans des emprises militaires, dont le premier métier, le seul métier, le vrai métier, c'est quand même d'assurer la défense de la France. Et pas forcément d'accueillir un tournage. Donc, accueillir un tournage, ça va automatiquement venir en plus de leur activité principale. Donc, il y a des moments où il est plus facile de tourner que d'autres. Par exemple, l'été ou en juillet ou en août, l'activité est réduite, donc ça va être plus facile de tourner. Donc ça, c'est la première chose. Nous, on fera toujours le maximum pour vous permettre de tourner et autres. Et la façon dont ça se passe est la suivante. Vous venez nous voir, vous nous expliquez que vous souhaitez tourner dans tel et tel lieu. Je ferai une incise sur les lieux en question. Très souvent, les gens nous contactent pour des lieux typiquement militaires. Il y a des lieux effectivement typiquement militaires, mais il n'y a pas que ça. On trouve plein de choses, parce que les emprises, le ministère des Armées est le premier propriétaire foncier de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est-à-dire que des routes, on en a, des forêts, on en a, des souterrains, on en a, des espaces déserts, on en a. Bon, bien évidemment, des emprises militaires, il y en a. Il y a vraiment, on peut trouver des châteaux, enfin pas des châteaux, mais des lieux prestigieux. On peut trouver vraiment toute une série de choses. Donc, des espèces de hangars totalement défraîchis, abandonnés, on en a aussi. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter de manière beaucoup plus vaste. Autre incise, on fait une présentation lundi matin pour ceux que ça pourrait intéresser à 11h sur le stand de Film France pour l'attractivité du CNC sur la plage au bout de 101, justement de la diversité, de la richesse des décors possibles que vous pouvez trouver au sein du ministère des Armées. Donc, quand vous venez nous voir, quand vous avez un besoin de tournage, en nous décrivant vos besoins, en décrivant combien de temps vous souhaitez tourner, c'est important pour nous, quelle est la taille de l'équipe, est-ce que c'est une toute petite équipe réduite, est-ce que c'est simplement une dizaine de personnes, est-ce que c'est une cinquantaine de personnes, ou est-ce que c'est 500 personnes, parce que vous avez des figurants, enfin vous avez de tout. Venez nous voir, et puis à ce moment-là, on va essayer d'identifier les lieux en fonction aussi du financement de l'œuvre. S'il faut tourner dans le Grand Est, dans le Nord, avec Pictanovo ou ailleurs et autres, on va essayer de trouver les lieux qui pourraient correspondre à votre demande. En fonction de vos obligations ou de vos besoins, on va essayer de voir si c'est compatible ou pas avec les contraintes opérationnelles, sachant que pour être clair, les contraintes opérationnelles de l'État, c'est-à-dire de nos armées, primeront bien évidemment toujours sur le tournage. Voilà. Mais on essaie de faire le maximum.
J'avais une question aussi sur parce qu'il y a effectivement beaucoup d'auteurs qui viennent vous solliciter plutôt sur un accompagnement, ou en tout cas la volonté de discuter avec vous sur leur scénario. Oui. Chaque année, il y a combien de projets à peu près qui vous sont soumis, si vous l'avez quantifié? Audiovisuel, cinéma, 200 environ. D'accord. On est contacté sur environ 200 projets par an, documentaires, cinéma, long métrage, séries, etc. Malheureusement, vous connaissez le marché aussi bien, si ce n'est mieux que moi encore. Sur tous les projets sur lesquels on est contacté, il y a des projets ensuite qui partent en développement, qui ont la chance de partir en développement. Et puis, parmi les projets qui ont la chance de partir en développement, il y a ceux qui ont la chance de trouver le diffuseur, ou en tout cas le financement nécessaire pour les voir véritablement aboutir. Donc, voilà. Mais on en traite à peu près 200. Je pourrais parler des projets qui viennent de paraître ou qui sont en train de ou qui vont bientôt paraître. Dans les longs métrages, on a visionné tout récemment le dernier Robin Campillo, L'île rouge, qui va sortir le 30 mai, je crois. 31 ouais. Le mercredi 31, qui a été tourné chez nous sur la base aérienne de Salon de Provence, enfin en partie. Et quand je parlais de collaboration, par exemple, à un moment dans le film, ça se passe à Madagascar à la fin des années, dans les années 70, au moment de la lutte pour l'indépendance de Madagascar. Et à un moment dans le film, on voit des parachutistes qui sautent. Il aurait fallu reconstituer la scène et tout. On leur a permis de filmer une scène avec un Saint-Cyr-Quadquidan à un moment d'un exercice, à un moment d'une manifestation classique, ce qui a évité donc à Robin d'avoir à filmer ça, puisque ça s'est parfaitement intégré dans l'image, dans le film en question. Donc je peux parler de Robin Campillo. Tout récemment, le dernier André Téchiné, Les âmes sœurs, c'est un film qu'on a aussi aidé. Puisqu'ils ont tourné au sein de Ligny, on a relu la première partie du film, le scénario, la première partie, c'est la reconstruction au sein de l'Institut national des invalides d'un blessé qui a été blessé, qui a été brûlé et qui est sauvé entre guillemets par le service de santé des armées. Le scénario a été relu sur un plan médical pour savoir s'il restait cohérent ou s'il ne l'était pas. Ils ont tourné chez nous. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme film ? Pour la France de Rachid Ami, qui est sorti récemment et qui raconte malheureusement le décès de son frère, puisque Djellal était le frère du réalisateur. C'est un jeune homme qui venait d'intégrer Saint-Cyr et qui est mort noyé dans un bahutage, un sujet hyper délicat, mais qu'on a aidé et qu'on a vraiment accompagné. Qu'est-ce que je pourrais citer ? La guerre des Lulus encore, ou la guerre des Lulus se passe en 14. Et en fait, on a creusé, pour eux, ils ont tourné chez nous, et on a creusé les tranchées, comme ils étaient à l'époque. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux citer encore ? Dites-moi. Alors, Les Derniers Hommes, qui n'est pas sorti, alors ça c'est intéressant. Enfin, tous sont intéressants, mais je donne cet exemple-là. Les Derniers Hommes, c'est un film de David Olofen qui sortira, on n'est pas encore la date, qui est produit par Galatée Film et qui est en fait le dernier film auquel a participé Jacques Perrin, qui nous a quittés en avril dernier, et producteur indépendant. Et ce film-là est tiré d'un livre qui s'appelle Les Chiens jaunes. Et ça se passe en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe en Indochine, et c'est une unité de la Légion à laquelle on demande de traverser la jungle. Ils sont poursuivis par les Japonais, et de traverser la jungle pour aller rejoindre la Chine toute proche. Voilà. Et c'est l'histoire de ces hommes qui étaient en plus dans un camp d'estivage, donc qui étaient des légionnaires syphilitiques au dernier degré, alcooliques au dernier degré, malades, fatigués, enfin tout ce que l'on veut. Et on les voit, leur équipe, survivre à travers la jungle, y aller, les Japonais derrière, et puis pour arriver jusqu'en Chine. C'est un film qui est très très beau. C'est censé se passer en Indochine. Ils ont tourné en Guyane. On les a beaucoup aidés. Ils ont été soutenus par les forces armées guyanaises. Ils ont été soutenus par le CEFE, qui est le centre d'entraînement en forêt équatoriale, qui est basé en Guyane. Ils ont été aidés aussi et soutenus par les légionnaires sur place, notamment un encadreur légionnaire,
je ne sais plus ce qu'il était, Lopez, il est quoi? Oui, le légionnaire qui a tourné dans le film, qui les a séries. Il est capitaine, c'est ça? Il était adjudant-chef. Voilà. Et en fait, il a même tourné dans le film. Il a formé les figurants, il a formé les acteurs. Voilà le genre de soutien que l'on peut apporter. En tout cas, c'est intéressant parce que d'habitude, on reçoit plutôt des chaînes de télévision qui donnent souvent le conseil aux auteurs, venez nous voir, mais surtout quand vous avez un producteur, j'ai l'impression que là, par contre, les auteurs peuvent venir vous voir dès le début du projet sans avoir besoin d'avoir un producteur à leur côté déjà engagé dans ce projet. Voilà, venez nous voir le plus tôt possible, parce que plus tôt on viendra nous voir, mieux on pourra vous aider. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai tout dit ? Non ? Je vous ai saoulé ? Non, c'est possible, hein ? Voilà, j'étais très très claire alors. Écoutez, en tout cas, welcome. Hein. Moi, j'aimerais vous présenter notre équipe. Venez donc. Voilà. Non, venez parce que c'est important que vous les rencontriez. Donc, Michael, voilà, qui est le seul homme de l'équipe. Comme quoi, dans l'armée, il y a des femmes aussi. Hein. Au ministère, il y a des femmes. Donc, Michael, qui est mon bras droit, mon bras gauche, mon cerveau droit, mon cerveau gauche. Lui, il a toute l'histoire de la mission cinéma et industrie créative. Voilà. À ses côtés, il y a Fleur. Il y a Jade. Je regarde, voilà. Il y a Jade. Jade qui est arrivée chez nous au mois de septembre. Voilà. Alors, Michael, lui, est un ancien militaire. Il a fait des études de cinéma. Il est rentré dans l'armée pour faire du cinéma. Il est ancien militaire et devenu civil. Jade, pas du tout militaire, c'est quelqu'un de purement civil, c'est quelqu'un qui vient du CELSA, donc vraiment de la communication. Fleur Gagorne, qui elle vient du CNC, qui est une cinéphile avertie, et qui est notamment responsable de tout ce qui est base de données BADIA, qui est la base de données de référencement des emprises militaires qui peuvent être louées, qui peuvent accueillir des tournages. Donc c'est quelque chose qui est en train de constituer et qui est une lourde tâche, voilà. Et puis, notre militaire, la vraie militaire... La mascotte. La mascotte, voilà. Le capitaine Riondé, qui fait partie des troupes de marine. Et voilà. Et vous voyez, elle ne mord pas, hein. Non, voilà. J'ai mangé, donc tout voilà. Donc voilà, donc c'est important pour nous, enfin c'était vraiment important pour moi de vous présenter l'équipe, puisqu'on est une toute petite équipe. Nous, notre métier, c'est vraiment faire de la médiation, quoi. C'est vraiment vous aider. On est toujours vos avocats. Donc, et puis on est très cash et très direct. Donc venez nous voir avec vos projets, venez nous voir avec vos idées. On vous dira ça c'est super, ça là, écoutez, très bien. On essaiera de vous trouver les meilleurs interlocuteurs en interne et faire en sorte de faire le maximum vraiment pour vous faciliter la vie. Nous sommes des facilitateurs et nous sommes des médiateurs. Voilà. Et comment fait-on pour vous joindre? Eh bien, je vais vous donner ma carte. Avant-dernière page. Avant-dernière page. C'est de regarder. Il y a l'adresse mail. Vous avez 2 numéros de téléphone. Voilà, vous avez 2 numéros. MCIC, c'est Mission Cinéma Industrie Créative, c'est nous. Et vous avez 2 numéros de téléphone et vous avez notre mail. Mais je vais vous donner ma carte, on va vous donner nos cartes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Financier, Ah non, documentaire. Hein. Comment? Documentaire rapport financier. Historique. Historique. Voilà, documentaire historique doit répondre à une certaine catégorie. Voilà. Pas du tout en fiction. Là, vous avez, n'hésitez pas à prendre une petite plaquette. C'est la plaquette où on vous explique notre vie, notre œuvre, à quoi ça sert, comment ça marche. Voilà. Et comment on peut travailler avec nous. Et ici, c'est Team, c'est Terre Information Magazine, qui est le magazine de l'armée de terre, avec un dossier tout particulier sur le dossier Terre de cinéma, donc ce que l'on fait avec, voilà, qui vous explique, voilà, et qui est distribué à l'ensemble. Là, vous avez Fleur qui est là, voilà, la guest star. Vous avez différents programmes que nous avons soutenus. Enfin, voilà. N'hésitez pas à en prendre, c'est à votre disposition. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors, puisque vous n'avez pas d'autres questions, moi je voudrais dire, elle est où Stéphanie? Stéphanie Omar?
Vous pouvez venir avec nous? Voilà. Et en fait, je voudrais simplement en profiter pour vous présenter Stéphanie Saïb et Omar Setti. Ce sont nos cousins germains. Voilà. Et en fait, Stéphanie et Omar font, avec leur équipe, exactement ce que nous faisons pour la gendarmerie nationale. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour les gendarmes, en général, les gens pensent gendarmes, pensent armée, donc ils nous contactent. C'est pas nous, c'est eux. Donc, nous, on appelle, on dit allô Stéphanie, allô Omar. Voilà. Très souvent en lien. Voilà, on est très souvent en lien. Donc, puisqu'ils sont là, j'en profite pour vous les présenter. N'hésitez pas à les contacter. Ils sont charmants, ils sont sympathiques. Eux aussi, ils ne mordent pas. Et ils sont très efficaces. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Merci beaucoup à tout le monde. Merci Anne-Marie et à l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est bien si on peut favoriser en tout cas les mises en contact et en relation. Donc, merci d'être venus. Et puis, pour ceux qui veulent ou qui peuvent, on se retrouve lundi matin à 10h30 avec France Télévisions. Manuel Albuy, donc, qui est le directeur de France du cinéma de France Télévisions. Cécile Négrier, la patronne de France 3 Cinéma, et Valérie Boyer, la patronne de France 2 Cinéma. Donc on respecte très bien la parité, en tout cas, dans nos rencontres, et on continuera comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup à la SACD, et puis merci beaucoup à la CID de nous avoir reçus, et à très bientôt, en tout cas, à votre disposition. France, à 11h, ça sera donc pas ici. Non, c'est pas nous là. Ah non, c'est la partie, mais c'est à 11h, mais là c'est la partie décor et accueil de tournage plus particulièrement. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous, c'était vraiment très très intéressant aussi pour nous, cinéastes qui ne connaissons pas du tout ces aspects de l'armée, donc merci. Et si vous avez le temps, vous pouvez rester aussi encore, boire un verre. Merci. Merci beaucoup Émilie, merci.